beaucoup à l'UNESCO, donc vous êtes tous là, à nos collègues de l'UNESCO et aussi au MEP Maroc pour l'organisation de ces webinaires qui est très intéressant déjà pour les sujets qu'il aborde. Et donc, en fait, justement pour cette raison, je voudrais, avant de commencer, dire que ma présentation vraiment offre un cadrage en se concentrant surtout sur les enfants et les numériques, l'intelligence artificielle, parce qu'en fait, je pense, et ça c'est peut-être pas seulement les points de vue du rapport mondial de suivi de l'éducation, mais aussi une considération un peu plus personnelle. Je pense que c'est vraiment, il y a des recommandations, il y a des problématiques qui peuvent concerner les éducateurs, qui peuvent concerner les décideurs politiques et ils sont communes à tous ces acteurs et éducateurs, tant à tout niveau d'éducation, en ce qui concerne l'utilisation du numérique et de l'intelligence artificielle, mais il y en a d'autres qui sont vraiment plus spécifiques à ces tranches d'âge qui est vraiment touchée de plein fouet par l'expansion du numérique et de l'intelligence artificielle. Et en fait, je pense qu'il est très important parce que, comme on sait, on en entend parler beaucoup, mais les cerveaux des enfants à cet âge, c'est une éponge. Et en fait, nous ne sommes pas contre la technologie, nous ne sommes pas contre le numérique dans l'éducation, mais il faut s'avouer qu'il y a quand même des risques très importants et il y a de plus en plus de recherches qui montrent qu'en utilisation accrue, en exposition accrue des enfants dans ces tranches d'âge, on parle des petites enfances, donc souvent on parle des enfants entre 0 et 3 ans et aussi plus, mais aussi dans l'âge du préscolaire. Et ça peut avoir vraiment des effets sur les cortex cérébrales, en fait. Il y a eu des études qui ont montré des effets forts sur le développement du cerveau et sur le développement, euh, quand on analyse la situation, par exemple, même des mères pendant des mères à venir, donc pendant la grossesse et ensuite. Donc, voilà. Comme les GEM Report l'a montré, la technologie, on le sait très bien, il a offert un bouée de sauvetage à l'éducation pendant la COVID 2019. On sait très bien qu'il y a eu un moment où la scolarité était très perturbée et interrompue. Et il y a eu 180 millions d'enfants qui ont vu des interruptions ou des perturbations dans leur scolarité. Alors, c'est ce qui a eu comme effet, quand on parle de numérique, une institutionnalisation accélérée de l'enseignement à distance. Et par exemple, avec plusieurs méthodes. Par exemple, il y a eu un programme d'éducation à distance par WhatsApp qui a été mis en place par 1,7 million enfants défavorisés qui permettait de transmettre à vraiment des jeunes enfants des activités d'instruction à domicile. C'est surtout, en fait, il y a eu plusieurs effets qui vont au-delà de l'éducation, mais qui parlent d'isolation aussi, d'isolement des enfants qui sont dus à la fermeture des écoles maternelles qui ont vraiment perduré longtemps. En moyenne, les écoles maternelles ont fermé pendant 78 jours en 2020, en allant de 46 jours dans les pays à revenus élevés à 122 jours dans les pays à revenus intermédiaires inférieurs, ce qui a eu des conséquences très importantes sur le développement des enfants. Et en fait, on ne peut pas faire un constat qui peut se généraliser parce que ça dépend vraiment de la situation familiale. Ça dépend aussi de l'implication des parents dans l'éducation des enfants. Mais comme je l'ai dit, donc la technologie offre cette bouée de sauvetage et peut soutenir l'apprentissage à distance sous condition. Sous condition, ça veut dire que ce n'est pas toujours le cas. Et en fait, il y a eu des exemples. Par exemple, ici, vous voyez une école par correspondance néo-zélandais qui a offert et offre des services d'éducation à la petite enfance
à 87% des élèves vivant dans des zones isolées et très isolées. Il y a des programmes accélérés dans les Tonga qui comprend la délivrance des leçons multimodales à distance. Euh, à partir de l'éducation au niveau de la petite enfance jusqu'au niveau de l'enseignement secondaire. Mais on ne parle pas que de ça, en fait. On parle du fait que l'utilisation excessive de la technologie met en danger le bien-être physique et mental des enfants, mais pas seulement des enfants, des adolescents et des jeunes, et peut-être aussi des adultes. Et ça a été montré, d'ailleurs, on voit très bien les niveaux de stress mental auxquels les jeunes sont confrontés maintenant. Euh, donc, au-delà des effets positifs, il y a des effets négatifs qui ont été mis en exergue par le rapport mondial de suivi de l'éducation 2023 sur la technologie dans l'éducation. Premièrement, comme je le disais en début de séance, un impact sur le développement. Euh, il y a eu des études qui ont montré, par exemple, ça c'est le cas en Alberta, les temps d'écran plus élevés à 2 et 3 ans étaient liés à un développement plus faible à 3 et 5 ans. Et ceci a été montré avec une analyse du cortex cérébral, mais aussi vraiment de ce qui est vraiment le développement du cerveau. L'exposition aux écrans, Gilles l'a dit, on le sait très bien, suite surtout à la COVID, il y a eu une espèce de généralisation. En fait, souvent, c'était parce que les parents ils devaient quand même jongler un peu entre le travail et l'éducation des enfants, les faits que les enfants étaient à la maison. Donc, qu'est-ce qu'on a fait souvent? On a donné un téléphone, une tablette, on les a mis devant la télé, etc. Et en fait, il y a eu plusieurs études qui ont essayé de regarder qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont montré qu'un temps élevé passé devant les écrans pendant la petite enfance est aussi, dans ces cas-là, lié à un développement cérébral plus faible et des compétences sociales et linguistiques plus faibles. Et en même temps, malgré tout ça, on assiste tous les jours à des nouvelles qui nous disent que les niveaux d'exposition aux écrans et en général la technologie a augmenté. Et en fait, par exemple, il y a eu une enquête sur les temps d'écran pour les enfants de 3 à 8 ans en Australie, en Chine, en Italie, en Suède, au Royaume-Uni, aux États-Unis, qui ont montré une augmentation quotidienne en moyenne de 50 minutes. Et ces augmentations étaient plus importantes en statut socio-économique familial, des parents plus bas. Les enfants, dès l'âge de 6 mois, sont exposés régulièrement à des écrans, à des tablettes et souvent, qui servent souvent, comme je le disais, la fonction de tétine en fait. C'est qu'on utilisait avant, on donnait un biberon. Maintenant, pour calmer les enfants, on leur donne des tablettes et des jouets de l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'au début, je disais, il faut quand même distinguer les publics auxquels on s'attaque pendant ces webinaires. C'est qu'en fait, c'est des jeunes apprenants. Et il faut distinguer entre les potentiels de l'intelligence artificielle et les risques. Alors, pourquoi je voulais faire ces points? Parce que quand on parle d'intelligence artificielle pour ces publics, on ne va pas parler des ChatGPT, hein. On va pas parler des choses hyper complexes. On parle souvent aussi au-delà des écrans, ce n'est pas nécessairement de l'intelligence artificielle, mais on parle des jouets. On parle des compagnons d'intelligence artificielle qui sont de plus en plus intégrés dans les environnements de jeux et d'apprentissage. Et ces systèmes peuvent offrir des possibilités d'interaction tout en imitant les relations humaines sans garantie de développement des enfants. Et les risques auxquels et ces compagnons exposent les enfants incluent la dépendance, l'absence de garde-fous significatifs et les déplacements des véritables interactions sociales qui sont cruciales pour un développement dans la petite enfance. Donc, c'est ça Voilà. qui est très important. Et les applications d'intelligence artificielle dans l'apprentissage durant cette période soulèvent donc des préoccupations qui sont
tant au niveau physique, mental, socio-émotionnel, similaire aux dommages, aux potentiels risques qui sont associés au temps d'écran excessif. Hein. Et on se rend compte quand on regarde la réglementation, donc les normes, la législation, c'est qu'ils ne sont pas suffisants. Ils ne garantissent pas nécessairement la sécurité des jeunes enfants. Alors, Anna, tu pourrais oui, s'il te plaît oui, accélérer un peu, oui. oui. Donc, en fait, ses jouets, ses compagnons entrent rapidement dans la vie des enfants. Ils sont destinés à divertir, à éduquer, à conforter. Ils promettent une interaction conversationnelle, mais contrairement aux jouets traditionnels, par exemple, beaucoup enregistrent, stockent, apprennent de la parole des enfants, qui soulèvent des préoccupations en matière de vie privée, on l'a vu. Et les cadres réglementaires ne sont pas assez développés actuellement pour faire face à cette développement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette interaction aussi, ces jouets, ces compagnons peuvent créer des illusions de connexion sociale, tandis que l'apprentissage durant la petite enfance repose sur de vraies interactions qui influencent et boostent la créativité, la communication, le développement des enfants. Et tandis qu'en fait, cet attachement parasocial, en fait, avec l'intelligence artificielle, peut brouiller les frontières entre relations réelles et simulées. Hein. Donc, voilà. Et ce qu'on a vu quand je parle de réglementation qui n'est pas suffisant, on avait regardé en 2023 combien de pays interdisaient l'usage des téléphones portables en classe. Et on avait vu qu'à la fin de 2023, 30% des pays étaient en train de faire ceci. Alors, on a refait ça cette année. On a continué les suivis. On a vu quand même qu'il y a un peu plus de pays qui ont mis en place une réglementation. Et souvent pour les enfants plus grands et souvent à partir du primaire et même du secondaire. Donc, en fait, pour conclure, je pense il est très important de se poser les quatre questions que le rapport GEM a proposé pour le déploiement de la technologie dans l'éducation, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont appropriés, est-ce qu'ils sont durables, est-ce qu'ils sont équitables, est-ce qu'ils peuvent être mis à l'échelle. Et finalement, en fait, la recommandation que le rapport a donnée, et je pense que ça s'applique aussi dans ces cas-ci, c'est qu'il faut placer les intérêts des apprenants de tout âge au cœur d'un cadre fondé sur les droits de l'homme, se concentrer sur les résultats d'apprentissage et pas sur les produits technologiques. Et la technologie numérique et à plus grande raison l'intelligence artificielle ne devrait pas être un substitut, mais un complément à l'interaction humaine. Et il faut vraiment avoir une responsabilité